Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes sans qu'elles en aient toujours conscience. L'hypersensibilité. Pendant longtemps, on a considéré la sensibilité comme une faiblesse. Ou on entend encore trop souvent « tu prends tout à cœur, tu réfléchis trop, tu es trop sensible ». Mais si le problème n'était pas la sensibilité elle-même? Et si la vraie difficulté venait plutôt de la manière dont nous interprétons ce que nous ressentons? C'est précisément ce que Emma va découvrir. Emma est une jeune femme avec une vie stable, un travail, un appartement, des amis. Sa meilleure amie Morgane lui propose de dîner avec sa copine Charlotte. Et elle accepte avec grand plaisir. Cette soirée tombe au bon moment pour Emma, parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de rire, de souffler, de sortir de sa tête. Quand elle arrive au restaurant, Morgane est déjà là avec Charlotte. Charlotte est une amie de Morgane qu'Emma ne connaît pas encore. Les présentations sont simples, chaleureuses. Tout commence normalement, comme une soirée entre copines. Et pourtant, très vite, quelque chose se passe en Emma. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un geste non plus. C'est un petit peu plus diffus. Une sensation peut-être. En tout cas, un malaise. Comme si elle n'était pas totalement accueillie dans l'espace du trio. Mais rien ne le prouve. Et c'est justement ça qui la trouble. Emma vit la proxémie. Comme l'explique l'anthropologue Edward T. Hall, la proxémie est la distance invisible entre les individus. On peut rapprocher aussi cette perception fine de certaines descriptions littéraires chez Virginia Woolf, où l'ambiance précède toujours les faits. Donc, au fil du repas, Emma observe sans vraiment vouloir observer. Quand elle parle, elle sent une forme de retrait, un regard qui glisse, une attention qui décroche. Pourtant, Morgane, quand elle parle, tout semble fluide, plus naturel, plus vivant. Emma commence à ressentir quelque chose de difficile à nommer. Une mise à distance. Comme si elle était là, mais pas tout à fait incluse. Alors le sociologue Erving Goffman montre que nos interactions sociales ne sont jamais totalement explicites. Elles reposent sur une mise en scène permanente. Des regards, des silences, des micro-ajustements. Rien n'est dit directement, mais tout est interprété. Et certaines personnes captent ces micro-signaux avec beaucoup plus d'intensité. Le psychologue Paul Ekman a montré que les émotions passent parfois par des micro-expressions très brèves, presque invisibles. Emma fait donc partie de ces personnes qui captent l'infime. Les variations de ton, les rythmes, les tensions silencieuses, sans pouvoir les arrêter. Et petit à petit, cette hyperperception devient fatigante, même épuisante. D'ailleurs, le sociologue Randall Collins parle d'énergie émotionnelle, à savoir que certaines interactions nous nourrissent, pendant que d'autres nous vident sans explication claire. Emma ne met pas encore de mots dessus, mais elle ressent déjà énormément dans son corps. La soirée se termine, et une fois rentrée chez elle, Emma rejoue la scène. Encore et encore. Des fragments, des regards, des impressions. Et peu à peu, son esprit construit une histoire. Peut-être qu'elle n'était pas appréciée, peut-être qu'elle a dérangé les autres, peut-être en réalité qu'elle n'avait pas sa place là. Son cerveau reste dans le flou, il n'y a pas de réponse. Et le psychologue Daniel Kahneman explique que le cerveau déteste le flou. Quand il manque d'informations, il préfère une histoire imparfaite plutôt qu'une incertitude. Alors le cerveau comble les vides, rapidement, automatiquement.
et ce remplissage mental produit ce que le psychiatre Aaron Beck appelle des pensées automatiques. Du style « je suis pas à ma place, je dérange, je suis pas apprécié, on m'aime pas, on m'écoute pas, si j'étais pas là ce serait pareil ». Et ces pensées automatiques, elles arrivent vite. Et surtout, elles ressemblent à de terribles vérités. Mais elles ressemblent uniquement. Parce que ça reste des hypothèses que fournit le cerveau pour donner une explication. Les jours passent, mais Emma n'oublie pas. C'est pas tant la soirée qu'elle digère pas, c'est ce qu'elle a ressenti. Et ce sentiment lui est extrêmement familier. Comme un écho ancien. À l'école, dans certains groupes, dans certaines relations. Elle a la sensation d'avoir déjà ressenti ça. Et comme si aujourd'hui, cette sensation se répétait. John Bowlby montre que nos premières relations construisent des modèles internes, en quelque sorte des schémas invisibles qui influencent nos relations adultes. Mary Ainsworth complète cette idée avec les styles d'attachement. Parfois, une situation présente réactive donc une mémoire émotionnelle ancienne qui remonte même à l'enfance. Pas forcément un souvenir précis, mais une sensation, une émotion même, comme du rejet, de la distance, se sentir rejeté, se sentir mal aimé. Alors Emma commence à se poser une autre question. Et si Charlotte n'était pas la cause de ce mal-être, mais simplement le déclencheur? Carl Gustav Jung écrivait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » Alors Emma commence à chercher des réponses. Elle découvre la psychologue Helen Aron. Les personnes hypersensibles ne ressentent pas plus. Elles traitent davantage d'informations. Plus profondément, plus finement, plus longtemps. Elles comparent, elles analysent, elles relient. Elles disposent d'un radar en quelque sorte. Mais un radar ne donne pas une vérité. Un radar donne des signaux. Et un signal doit être interprété. Sinon, il devient une confusion. Emma comprend alors quelque chose de simple mais fondamental. Elle a parfois confondu perception et certitude. En poursuivant ses lectures, Emma découvre le concept de faux self du psychanalyste Donald Winnicott. Ce faux self dit qu'une partie de nous apprend très tôt à s'adapter pour être acceptée. En quelque sorte, ce faux self observe, anticipe et s'ajuste aux réactions des autres, d'où le nom de faux self. Beaucoup de personnes sensibles développent cette hypervigilance relationnelle, non pas par fragilité, mais par stratégie de lien. Emma se reconnaît dans cette tension, être avec les autres, tout en se surveillant soi-même. Et elle comprend peu à peu quelque chose d'important. Ce qu'elle ressent est réel, mais ce qu'elle en conclut ne l'est pas forcément toujours. Emma fait la rencontre également de Christophe André et Jon Kabat-Zinn. Ces deux psychologues parlent d'une chose très simple: ne pas être identique à ce que l'on ressent. Observer sans se confondre, ressentir sans se perdre où? Dans les émotions de l'autre par exemple. Elle comprend que ce n'est pas l'émotion qui enferme le mental, c'est l'histoire qu'on raconte autour de l'émotion. Avec le temps, Emma développe un réflexe. Quand une émotion forte arrive, elle ne fuit plus. Mais elle ne s'y abandonne pas non plus. Elle observe. Elle observe et elle se pose 3 questions. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je vois réellement ? Et qu'est-ce qui relève de mon imagination ?
À travers la notion d'agilité émotionnelle de la psychologue Suzanne David et la notion d'espace fondamental de Viktor Frankl, Emma comprend qu'elle doit travailler sur sa capacité à accueillir ses émotions sans être dirigée par elles. À les écouter sans leur abandonner les commandes. En somme, laisser un espace de liberté entre un événement et notre réaction. Je citerai la pensée douce et poétique de Rilke, qui nous invite à vivre les questions plutôt qu'à vouloir les résoudre systématiquement ou trop vite. Et Emma commence à habiter cet espace. Et plus elle apprend à habiter cet espace, et plus elle se sent libre. Emma ne cherche plus vraiment à être moins sensible. Elle cherche à être plus lucide avec sa sensibilité. Elle comprend qu'elle n'est pas un problème à corriger, mais qu'elle a une manière particulière de percevoir le monde, une intensité, une finesse, mais aussi une responsabilité intérieure, celle de ne pas transformer chaque ressenti en vérité. Spinoza disait que nous sommes gouvernés par nos émotions lorsque nous ne les comprenons pas, mais qu'en les comprenant, elles cessent de nous dominer. Alors Emma continue à ressentir profondément, certes, mais elle sait désormais une chose essentielle. Entre ce que je ressens et ce qui est, il y a un espace. Et dans cet espace, il y a pour moi une forme de liberté.